J'étais journaliste pour Jeune Afrique, et Afrique Magazine, c'est le même groupe. Et donc je couvrais, comme on dit dans mon jargon, la politique internationale. Et puis, au fur et à mesure qu'on arrive à se diriger dans les dédales de l'ONU, il y a quand même 7000 personnes à New York, et on s'y perd au début. Et quand on arrive enfin à se diriger parfaitement bien, les yeux fermés, on connaît beaucoup de monde. Et j'avais rencontré, j'étais devenue amie avec le patron des ressources humaines, enfin un des directeurs des ressources humaines, qui était un Français. Et un jour, le téléphone sonne dans mon bureau et il me dit « Est-ce que tu veux partir pour le Cambodge ?» Moi, je suis dans mon bureau, je suis journaliste, je suis sur un papier. Je lui dis « Qu'est-ce que j'irai foutre au Cambodge ?» Il me dit « On n'a pas assez de Français, de francophones en fait, on n'a pas assez de francophones. » Et à l'époque, je n'avais même pas idée qu'ils engageaient sur des missions des civils, comme on dit dans notre jargon, puisque moi je ne suis pas une fonctionnaire internationale. J'ai dit oui, c'est comme ça que j'ai commencé mon travail sur les missions. Quand je suis arrivée par exemple au Cambodge, à l'époque je m'en souviens encore, j'étais extrêmement naïve et pour moi, une mission de la paix c'était mon Dieu, je vais faire partie d'une mission de la paix, c'est fabuleux, les Nations Unies qui arrivent quelque part, qui ouvrent les frontières, qui amènent la paix. Ben non, j'étais au Club Med. J'étais au Club Med et ce que je voyais, c'était des casques bleus qui louaient des gamines cambodgiennes à la semaine ou à la journée, qui violaient, qui volaient, qui se conduisaient comme des porcs. Je n'en revenais pas, c'est ce que j'avais dit dans mon article. J'avais dit, mais je ne peux pas croire, j'étais déçue au-delà de tout. Et après, évidemment, j'ai toujours vu ce genre de choses, et j'ai toujours dénoncé. C'est pour ça qu'à chaque fois, il a fallu que je me batte pour aller sur les missions. Quand vous travaillez pour l'ONU, vous devez signer, que ce soit une mission ou n'importe où, un papier de confidentialité que j'ai signé scrupuleusement. Mais moi, je ne suis pas fonctionnaire international. À partir du moment où je quitte la mission, je redeviens, Célia de la Varenne, journaliste. Qu'ai-je fait quand j'ai quitté la mission? J'ai écrit pour Jeune Afrique, c'était Afrique Magazine, un papier de 4 pages ou 6 pages, où évidemment je dénonçais les agissements des casques bleus, et l'article était intitulé « 2 milliards de dollars pour rien ». Évidemment, ça a profondément déplu. Et j'ai reçu un coup de téléphone de la secrétaire à l'époque de Boutros-Ghali, qui était le secrétaire général de l'ONU, qui m'a dit, Madame de la Varenne, très gênée d'ailleurs, de la part du secrétaire général, vous ne ferez plus partie d'aucune mission. J'ai raccroché. Mais le problème, c'est que moi, c'est un problème, hein, c'est pathologique chez moi. Si on me dit, vous ne ferez plus partie, ça, c'est pas possible. Donc, je vais en faire partie. Alors écoutez, je pense que c'est assez facile à expliquer. Il y a 2 choses d'abord. La première, c'est que le département des opérations de maintien de la paix, qui gère les missions et les casques bleus, pense toujours, mais je pense que, alors là je suis sûr qu'il se réfugie derrière ce truc stupide, que si on empêche les casques bleus d'exercer, comme on m'a dit, leurs droits de l'homme, parce que c'est ce qu'on m'a dit une fois. On dit, vous vous rendez compte, vous empêchez les casques bleus d'exercer leurs droits de l'homme. Ça veut dire quoi? Vous savez ce que ça veut dire. Je pense ils ont peur que, les pays contributeurs de troupes n'envoient plus personne. C'est un peu comme si, en filigrane, c'était compris dans le contrat. Vous allez sur telle mission de la paix, vous pourrez vous envoyer qui vous voulez, vous pourrez même violer. Mais vous savez, si on remonte plus loin, pendant la Deuxième Guerre, au moment où les boys américains refusaient, ils ne voulaient pas venir aider la France, ils n'en avaient rien à faire de la France. Que leur a-t-on dit? Et maintenant on en parle, le New York Times en a parlé il n'y a pas longtemps. On leur a dit, allez en France. Les Françaises sont légères, vous pourrez toutes vous les envoyer.
Résultat, il n'y a jamais eu autant de viols que par les Américains. Il paraîtrait que même les Allemands ont moins violé. Alors finalement, c'est une culture du viol qui s'instaure, qui n'est pas officielle, mais qui est officieuse. C'est ce que je dis toujours, c'est presque comme si c'était écrit à l'encre qu'on ne voit pas, je ne sais pas comment ça s'appelle, sur le contrat. Vous allez abuser des femmes là-bas. Alors évidemment, pour couvrir tout ça, on parle de cette fameuse, comment ça s'appelle, tolérance zéro. Écoutez, pour la petite histoire, quand j'étais au Libéria, où je dirigeais justement des équipes de lutte contre la traite, mon boss m'appelle un jour, il s'appelle Jack Klein, c'est un Américain que j'adore parce que c'est un homme décent, mais qui lui aussi, parce qu'il a dénoncé des choses, a été mis de côté. Il m'appelle, il me dit, écoute, on a une bonne femme qui arrive de New York, elle est soi-disant à la tête de l'unité qui combat les abus sexuels, etc., etc. Donc il me dit, je voudrais que tu la rencontres. Alors j'arrive. Alors elle en a plein la bouche, et la voilà qui nous explique la politique de tolérance zéro, si un casque bleu, si un militaire, si... peu importe. Je lui dis, ok, si un militaire, quel qu'il soit, et quelle que soit sa nationalité, viole une petite Libérienne, il risque quoi? Je ne plaisante pas, c'était en 2004, ou peut-être 2005. Nous sommes en 2016, j'attends encore la réponse, je ne l'ai jamais eue. Elle était incapable, cette idiote, de me dire ce qui allait se passer. Bon, bah, on a une politique, on a aussi une... on doit sévir, mais non. À ma connaissance, ah oui, ça se passe toujours de la même façon. Regardez ce qui se passe en République centrafricaine. Après qu'on passe et dénoncer... on aurait pu se dire qu'ils allaient faire gaffe. Dans la semaine qui a suivi ce scandale à l'ONU, par exemple, où vraiment tout le monde en parlait, il y a eu une gamine de 12 ans qui a été violée, et il y a eu des viols, et il y en a, mais toujours. Alors, bien sûr que ça continue. Au Mali, en République démocratique du Congo, c'est infernal. Il y a quelques années, il y avait les militaires, je crois que c'était des Béninois, qui avaient monté un réseau de prostitution forcée. C'est-à-dire qu'ils attiraient des jeunes filles, elles sont pauvres, moi je ne vais pas les juger, hein, peut-être qu'à leur place je ferais pareil. Alors bon, il y avait un type qui disait qu'il les aimait, qui leur donnait un peu d'argent, et puis je vais t'emmener faire une promenade. On les mettait dans un avion de l'ONU qui est interdit aux civils. Et les gamines, on les retrouvait sur le trottoir en France. Je le sais parce que j'ai été appelé par un juge un jour qui ne voulait pas croire ce que la gamine disait. J'ai juré sur l'honneur que c'était vrai, parce que je l'ai vu. Je n'ai pas vu cette gamine, mais je sais que ça se passe comme ça. En fait, c'est après la Bosnie, où on m'avait demandé de venir créer un programme de lutte contre la traite des personnes aux fins sexuelles. Ce que j'ai fait, j'ai monté le programme, j'ai travaillé avec des policiers, des forces spéciales, et on a vraiment libéré pas mal de jeunes filles, enfin bon. Ah, des bâtons dans les roues? Oh, c'est pas des bâtons qu'on m'a mis dans les roues, c'est, je ne sais pas moi, des camions entiers. Déjà après la Bosnie, où vraiment on avait fait, mes équipes et moi, on avait fait un travail fabuleux, hein, vraiment. Et je ne peux pas dire moi, parce que moi, sans eux, je n'aurais rien fait. On était quand même 250, hein, ils étaient à pied d'œuvre jour et nuit. C'était des gens extraordinaires. Pour être sûr que je ne remonterais plus ce genre d'équipe, on a mis mon nom sur une liste noire à l'ONU. Donc quand mon boss, Jack Klein, a été nommé au Libéria, la première chose qu'il a faite, c'est de mettre mon nom sur la liste des gens qui voulaient avec lui. Et là, il a reçu ce qu'on appelle un code cable, un câble,
confidentiel qui lui disait sachez que Madame de La Varenne ne fera plus jamais partie d'une mission de l'ONU, ni demain, ni après-demain, jamais. Il m'appelle et il me dit, avec son... c'est un ancien général, qu'est-ce que t'as foutu? Je lui dis rien. Alors il m'envoie le fax, il me dit je vais t'envoyer le câble par fax. Et c'est vrai que sur le coup j'ai été découragée, je me suis dit c'est pas possible. J'ai rien fait moi, j'ai pas tué, j'ai pas violé. Je n'ai pas abusé du système. C'est injuste. Et heureusement Jacques m'a rappelé, il m'a dit tu vas sortir de chez toi, je vais t'aider à faire une lettre que tu vas envoyer au secrétaire général de l'ONU et à tous les gens importants, dans lequel tu vas leur dire ceci, ceci, cela. Alors effectivement, je l'ai fait. Et j'ai dit, je veux voir cette liste noire. Parce que si sur cette liste noire, il y a les noms d'un tel, d'un tel, d'un tel, d'un tel, moi j'ai tous les noms, hein, notamment 2 Pakistanais, qui ont acheté pour la nuit en Bosnie 2 petites filles, 12 et 13 ans, qui les ont lacérées avec un rasoir, qui les ont forcées à avoir des relations sexuelles avec des animaux, qui les ont torturées toute la nuit. Si mon nom est à côté de ces 2 ordures, je porte plainte. Si mon nom est sur la liste et que le nom de ces 2 ordures n'est pas sur la liste, je porte plainte. Quoi qu'il en soit, je porte plainte. Non pas devant un tribunal de l'ONU, mais devant un tribunal civil. Et j'avais ajouté, comme je suis journaliste, j'ai toutes les preuves de ce que j'avance. Bah alors, dans, je ne sais pas, le mois qui a suivi, j'ai reçu un mot me disant « Chère Madame de La Varenne, si vous voulez rejoindre Monsieur Klein, s'il veut toujours de vous, au Libéria, nous n'y voyons pas d'inconvénient. » Bon. Klein me rappelle et me dit « Bon, bah maintenant tu peux venir, mais il faut que je te dise une chose, il faut absolument pas que tu travailles, que tu montes des équipes de lutte contre la traite des personnes. » C'est bizarre quand même, non? Je lui dis, je ne viens pas. Je me dis, bon, les emmerdes. Tu viens, on va dire que tu vas être conseillère politique, comme voilà, ça va les rassurer, et tu fais ce que tu veux. Ce qui s'est passé. Mais depuis, ni lui, ni moi n'avons été, je suis sûr que mon nom est toujours sur la liste noire, lui n'a plus de travail, et je sais que ce sont des mesures de rétorsion. Ils n'ont toujours rien fait pour stopper les crimes commis par les casques bleus, quand même, parce qu'un viol, c'est un crime. Il faudrait qu'il y ait une volonté politique de tous les gouvernements. Il faudrait qu'ils se disent, il y en a assez, quand on envoie des casques bleus sur le terrain, c'est pour venir en aide à des gens qui sont déjà durement éprouvés par la guerre, par des conflits, par des tas de choses. Donc, le premier qui viole est non seulement viré, son nom mis sur une liste noire, il ne pourra plus jamais aller sur une mission, mais qui plus est, en tôle. Un viol, c'est 15 ans de prison, et c'est tout. Et moi, je dis, si on faisait ça 1 fois, 2 fois, 3 fois, même 10 fois, eh ben ça stopperait vraiment le genre d'agisement. Mais on ne le fait pas. Donc pourquoi voulez-vous que ça change? Ils sont toujours sous immunité diplomatique. On ne peut rien contre eux. Je trouve ça scandaleux, je trouve ça honteux même. Et indigne de l'ONU et des préceptes de l'ONU. L'ONU n'a pas été créée pour violer, pour voler, pour tuer. L'ONU a été créée pour venir en aide aux populations opprimées. Bon, c'est pas le cas.